Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Emmanuel et en fait je vais vous parler, présenter un peu cette conférence autour de la web série qui se passe ici. Donc c'est dans le cadre de l'événement Les coulisses des web séries qui se passe au Carrefour numérique et c'est organisé par la web série qui s'appelle Ulysse. Et on va déjà applaudir ces personnes. Merci pour l'organisation et tout ce que vous avez fait. Vous êtes gentils. Merci. Donc là, on va parler pendant à peu près 1h30 et le but du jeu, c'est de présenter ce qui se passe aujourd'hui et demain ici au Carrefour numérique. Donc il y aura une série d'événements, de conférences. Donc on va regarder un peu le planning des conférences qui sont organisées sur deux modes. Il y a le mode table ronde et le mode masterclass. Donc il y a des trucs qui se sont déjà passés, mais ça, donc on n'en parlera pas. Mais pour les trucs qui sont à venir, on va parler par exemple des masterclass. Vous allez pouvoir assister, c'est aujourd'hui, parce qu'on est samedi à 16h, une conférence sur le scénario avec Flaubert et David Mourier, qu'on peut applaudir. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, comment on écrit un scénario de web-série, tout ça, c'est là qu'il faut venir et vous pourrez même poser des questions, tout ça. Donc ensuite, on a un truc dimanche à 16h30. Donc dimanche, c'est demain. Je me fais rire tout seul, excusez-moi. Sur la voix, le on, le off, donc la voix, c'est le son, en fait. Comment faire un bon son sur web série, comment on fait des voix, et ce sera en présence de deux personnes. Une qui est Odile Schmidt, qui est la voix d'Eva Longoria, mais la voix française, parce que la voix américaine, c'est celle d'Eva Longoria. Et merci. N'applaudissez pas à chaque mauvaise vanne, sinon on va vraiment perdre du temps. Merci. Celle-là, c'était drôle, par exemple. Et on a aussi la voix de Bruce Willis, qui est Patrick Poivret, qui sera là donc demain à 16h30. Ensuite, autre conférence, et là ce sera aujourd'hui à 17h30, après celle sur les scénarios. Ce sera sur les combats, making of, tout ça machin, comment on fait un combat, comment on fait une chorégraphie. Ce sera avec Alex Pilote, qui était le créateur de France 5. Qui connaît France 5 ? Ouais ! Non, gueulez. Qui connaît France 5 ? Ouais ! Merci de gueuler. Et avec David Mourier, qu'on peut applaudir également. Ça va être très très long. Voilà, donc toutes ces conférences là, en masterclass, ça se passe à l'Agora, ce niveau -1. Donc retenez bien cet emplacement, l'Agora. Voilà. Vous dites, où est l'Agora ? Demandez autour de vous, il y a des fléchages, tout ça. Autre série d'événements, ce sont donc les tables rondes. Il y en avait une ce matin qui était hyper intéressante sur comment créer une web série. Vous l'avez sûrement ratée. Et c'est pas très grave parce que vous pourrez poser vos questions d'ailleurs au cours de notre conférence. Il y a une table ronde sur les effets spéciaux demain à 11h pour ceux qui se lèvent tôt et qui ne regardent pas la messe sur France 2. Non, ça va être long, ça va être long. Et je vous jure, je me demande pourquoi je dis ce genre de truc. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne peux pas m'en empêcher. Donc sur les effets spéciaux, c'est encadré par les gens d'Ulysse et de Serial Gamer. Il y a des super beaux effets spéciaux dans les deux web-séries. Je vous invite à les regarder d'ailleurs. Et enfin, dernière table ronde, c'est sur la production et la communication. En gros, comment je fais exister ma web-série une fois que la web-série a été créée. Et ça se passera toujours à l'Agora, demain à 14h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, tout ça, c'est gratos. Il y a également une série d'ateliers qui sont organisés de manière permanente. Donc vous pouvez aller en mode déambulatoire, chacun se prend en main. Il y a... Mais tais-toi. Je peux savoir qui applaudit ? C'est qui ? C'est toi, c'est le chauve ? D'accord, ok. D'ailleurs, tu m'éblouis parce que tu n'as pas de cheveux. Voilà. Dans ce jeu, ça reflète sur ton crâne. Enfin, on s'en fout, allez. Ah, ouais, pardon, excuse-moi. Ah ! Total respect aux gens qui n'ont pas de cheveux. Alors, on va enchaîner avec... Donc, il y a 6 ateliers. Donc, il y a le premier atelier qui va être la machinerie. Donc, si vous voulez voir un peu tout ce qui a été fait sur la web-série Ulysse en particulier, en mode système D, tout ça, allez voir le studio 1, c'est le mode débrouille. Voilà, tous les trucs qu'on construit dans les web-séries pour que ça prenne forme un petit peu à l'écran. Le studio 2, c'est au Fab Lab, c'est atelier de fabrication de costumes, tout ça. Donc voilà, une web-série, c'est un scénar, bien sûr. C'est quoi ? C'est de bons comédiens, et ça, il y en a d'excellents dans les web-séries. Et c'est également des costumes. Donc c'est dans le studio 2, et allez-y. Dans le studio 3, alors là, studio 3, c'est gros truc pour l'événement. Il y a une web-série qui a été tournée qui s'appelle Les Sous-Vivants. C'est excellent parce que c'est un jeu de mots avec survivant. Bien joué, David Mourier. Et là où ça a été tourné, on a gardé le studio en état de marche. Allez le visiter, c'est cool, c'est au studio 3 et c'est le studio qui s'appelle Le Studio.
Pour le Studio 4, là c'est la projection. Donc là vous allez pouvoir sur des postes, je crois un peu individuels, sur des ordinateurs en gros, voir toutes les web-séries qui sont présentées. Il y a 4 web-séries en particulier ici pour l'événement. Il y a Ulysse, Serial Gamer, Super Accord et Terminus Z. Donc vous pouvez aller voir tous les épisodes là-bas. Il y a aussi des bornes de jeux vidéo si vous vous intéressez pas aux web-séries. Studio 5, c'est là en gros il y a toutes les, enfin c'est là où il y a l'Agora. Le Studio 5 c'est l'Agora, donc c'est toutes les conférences qu'on a vues juste avant. Et enfin Studio 6, si vous voulez vous faire maquiller en zombie, n'hésitez pas à y aller. Il y a des gens d'ailleurs qui sont déjà maquillés, on peut les voir. Il y a des filles, voilà, elles étaient jolies avant, maintenant elles sont devenues moches. On peut applaudir les moches. Des très beaux maquillages de zombies, bravo les filles et bravo aux maquilleuses bien sûr. Voilà, donc ça c'est le programme des 2 jours et ça se passe ici au Carrefour Numérique. Et pour présenter le Carrefour Numérique, je vais passer la parole à Isabelle Chabanon-Pouget. On peut applaudir Isabelle. Attends, prends un micro, ma belle Isabelle. Et puis voilà. Ah oui, elle avait promis une roulade. Voilà. Si, tu avais promis une roulade, Isabelle. Tu ne le feras pas parce que tu ne tiens pas parole. On a un point commun. Allez, tu as 10 minutes pour présenter le Carrefour. Bonjour. C'est bon, ça marche? Ouais, super. Donc je suis Isabelle, je fais partie de la team du Carrefour Numérique. Le Carrefour Numérique, peut-être vous êtes déjà descendu. Donc c'est un espace qui est dédié au numérique et aux nouvelles technologies. En fait, notre mission, c'est de vulgariser le numérique et les nouvelles technologies auprès du public de la Cité des Sciences. On a en fait un Fab Lab, donc qui est un laboratoire de fabrication. En fait, c'est le royaume du do-it-yourself. Il y a plein de machines pilotées par ordinateur, comme des imprimantes 3D, des coupes laser, des coupes vinyle. Et en fait, vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. En fait, 99% des objets de votre quotidien. Et en fait, voilà, donc il va y avoir des ateliers dans le Fab Lab. Et donc, alors, pourquoi on a accueilli cet événement ici ? En fait, on a un autre grand projet à côté du Fab Lab qui s'appelle Living Lab. Alors, c'est un mot un peu barbare. En fait, c'est le fait d'intégrer les communautés dans nos événements, dans nos ateliers. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, qui de mieux pour parler des web-séries que les créateurs de web-séries. Donc, voilà, c'est pour ça que cet événement rentrait dans nos missions. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite de passer un super événement au Carrefour Numérique avec les web-séries. Voilà. Merci Isabelle. On peut applaudir Isabelle. Et je te rassure Isabelle, tu n'as pas dépassé tes 10 minutes. Voilà. Donc, on est là pour parler des web-séries. Il y a 4 web-séries qui sont présentes sur cet événement. Donc on va commencer par présenter la série qui organise l'événement. C'est Ulysse avec son réalisateur Nicolas Nedelec. On peut applaudir Nicolas s'il vous plaît. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ulysse, de ta web-série ? Oui, je peux, merci. Merci à tous d'être venus, déjà. Et donc oui, je suis le réalisateur de la série Ulysse. Je suis là avec mon équipe qui est en grande partie ici pour des acteurs et beaucoup de techniciens aussi qui ont la gentillesse de venir. Et donc Ulysse, c'est une série principalement fantastique. On essaie de mêler une espèce de buddy movie fantastique comédie. Et voilà, je ne vais pas vous résumer parce que l'histoire est un peu chiante. En général, quand je la résume, ça ressemble plus à grand chose. Mais en gros, on traite d'un anti-héros qui a un pouvoir qui est super intéressant, mais qui l'emmerde profondément. Et voilà, c'est un combat interne avec ça. Et en parallèle, on suit le futur, qui se passe en 2038. Et on va essayer de comprendre un lien qu'il existe entre ces deux époques, entre un héros et une orpheline dans un monde post-apocalyptique. Et on va essayer de comprendre comment le héros en est arrivé à ce futur. Et voilà, donc si vous voulez venir la regarder, vous allez donc là, le studio numéro 4, si je ne me trompe pas, qui est le studio de projection. Et nous, si vous voulez nous rencontrer, on sera donc, quand vous rentrez dans le Carrefour, c'est directement à gauche dans la machinerie, où il y aura en fait plein de machines qu'on a fabriquées pour le tournage. Vous trouverez, il y a une grue de 6 mètres, on a une dolly, on a même 2 dolly, et on a un fond vert qui est un recyclage de panneaux publicitaires. Donc si vous voulez venir... C'est quoi une dolly ? C'est une très très bonne question et je te remercie de la poser
parce que je n'aurais pas pensé à le faire. Une dolly, c'est pour faire ce qu'on appelle des travelling. Ce sont des déplacements latéraux qui sont tout fluides. Concrètement, c'est une planche avec des roulettes sur des rails. D'accord, donc si on veut voir une planche avec des roulettes sur des rails, on va au Studio 4. Exactement. Voilà. Mais c'est beaucoup plus sexy en visuel. C'est quoi des roulettes? C'est comme des rollers. D'accord, donc ça c'est au Studio 4 et non au Studio 1 pardon, Studio 1 la machinerie oui, et au Studio 4 pour voir Ulysse. Merci Exactement. Nicolas. Merci à toi. Merci. Et donc à côté de Nicolas, il y a Jérémy Végel qui s'occupe de la web-série Serial Gamer. Alors Jérémy, de quoi parle ta web-série? Eh ben, donc ma web-série, c'est l'histoire de 3 amis que vous pouvez voir à l'écran qui sont passionnés de jeux vidéo et qui décident un jour de se lancer dans la compétition professionnelle de sport électronique. Et donc tout au long de la première saison, vous allez découvrir leurs aventures. Et ils jouent à quel genre de jeu? Ils jouent un peu à tout. Justement, c'est ce qui est assez marrant, c'est ils participent à la compétition de Call of Duty, mais pour s'entraîner, ils jouent à plein d'autres jeux pour adapter leurs compétences, on va dire. D'accord, ok, comme un sportif qui court, il fait pas que courir. Des fois, voilà, il marche. c'est ça. Voilà, okay. Il marche. À côté de Jérémy, nous avons Anthony Beauvois pour la web-série Super Raccord. Alors, de quoi parle Super Raccord, Anthony? Bonjour à tous. Alors Super Raccord, ça parle de 3 amis que vous pouvez voir à l'écran qui jouent à des jeux vidéo. Non, c'est pas ça. En gros, c'est une web-série à propos d'un personnage de film, parce que dans la web-série il y a un film, et ce personnage se rend compte qu'il a un pouvoir de super-héros, qui est le pouvoir de fausser les raccords. Alors qu'est-ce qu'un raccord? C'est le fait d'avoir une cohérence entre plusieurs plans dans une même scène. Les objets vont rester au même endroit tout du long, les acteurs vont avoir les mêmes habits, les mêmes coiffures, etc. Les erreurs de raccord, on essaie d'éviter ça au cinéma. Et donc du coup, lui, il a le pouvoir de fausser les raccords. Donc d'un plan à l'autre, il peut changer la place d'un objet, un vêtement, peu importe. Et ça va pas mal foutre la merde dans sa vie de tous les jours. D'autant plus qu'il est déjà pas gâté à la base, c'est un petit peu un loser ce personnage. Et du coup, il va comprendre peu à peu qu'il est dans un film et il va commencer à voir les limites de ce film, à croiser des techniciens et des trucs qui vont avoir aucun sens, et il va se rendre compte qu'il y a un espèce d'énorme conflit cinématographique qui a lieu. Je vous en dis pas plus parce que je vais pas non plus vous spoiler toute la saison, mais en tout cas voilà ce qui se passe à peu près. Donc c'est une web-série fantastique humoristique qui parodie l'univers des super-héros. Voilà. D'accord, donc on dit pas la fin, on dit pas qu'à la fin le héros meurt. Voilà, on ne le dit pas, d'autant plus que c'est toi le héros, donc il faut pas ce que tu veux. Je meurs pas. Et donc vous êtes en particulier, Super Raccord, vous occupez du studio 2, donc le Fab Lab, avec Fab Lab. La confection de costumes. Oui, tout à fait. C'est notre costumière Anna qui est présente au Fab Lab et qui vous propose des ateliers tout au long de la journée qui varient en fonction de la période. Vous pourrez vérifier sur le programme. Donc le matin, si ma mémoire est bonne, c'est du flocage de t-shirts. Donc on va mettre des images sur des t-shirts. Ensuite, on a du patronage. On a ensuite du vieillissement de costumes, comment donner l'illusion qu'un costume est abîmé ou usé. Ça peut être très utile dans les films. Et ce soir uniquement, pas demain, nous avons un atelier de fausses blessures. Voilà. Qu'est-ce que le patronage? Je sais pas. Il faudra les demander à Anna. Non, donc c'est les patrons qu'on utilise pour faire les costumes. C'est le patron que tu fais, tu coupes le tissu, et après ça donne la forme, et après tu couds, et après, paf, c'est un vêtement. T'es sûr, Anthony, ou pas? Ou tu fais oui parce que tu sais pas? Je sais pas. Pour moi, c'est bien bossé. Ma maman, elle est couturière. C'est vrai? Ouais. Oh, on applaudit n'importe quoi. Non, si, c'est Agnès. Ah, big up, Agnès, pour toi. Ah non, je fais ça, elle est morte. Non. Je touche du bois. Alors, d'ailleurs, Jérémy, tu nous as pas parlé de ton Studio 4. Toi, avec Serial Gamer, vous êtes au Studio 4, vous encadrez des animations? Donc nous, on est au Studio 4 avec Mathieu qui joue le rôle de Rob. Et nous, on encadre simplement l'atelier pour voir si les gens savent cliquer sur le bouton pour lancer la vidéo. D'accord, ok. Voilà. C'est un truc de base quand on veut regarder des web-séries. Voilà, c'est ça. Merci, Jérémy. Et nous avons enfin Johan Godard pour la série Terminus Z. Alors, bravo. Ah, Johan, ta série. Bonjour. Alors, Terminus Z, c'est une série de zombies. Mais pas que. Donc en gros, le pitch, c'est un jeune homme qui se réveille dans la rue après une soirée poker. Donc il s'endort dans le métro, il se réveille dans la rue, il sait pas où, et il se rend compte qu'il est dans une rue infestée de zombies.
Donc il se balade et il rencontre deux personnages, donc les deux personnages de gauche, qui vont le protéger tout le long d'une aventure où il va rencontrer beaucoup de personnages, il va se passer beaucoup de choses. Et c'est une série qui penche pas mal sur la science-fiction, parce qu'il va y avoir des choses pas mal scientifiques en fait. En gros, voilà. D'accord. Et vous encadrez le Studio 6, donc l'atelier de maquillage en zombie. Voilà, si vous voulez vous faire maquiller, au Studio 6, il y a des maquilleuses qui proposent des maquillages zombies. Voilà, c'est gratuit. Et oui, pardon. Pour les enfants, il y a des coloriages, des super coloriages zombies. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants ? Ah, il y a un enfant là-bas de 35 ans. Mais tu peux venir. Ok, merci à tous les quatre. Et nous avons également notre parrain qui parraine tout l'événement. On applaudit Monsieur Davy Mourier. Alors, c'est le moment où je fais un discours, c'est ça ? Bah tu peux. Alors juste avant, peut-être. Merci d'être là, Davy. Merci d'avoir accepté d'être le parrain. Ouais, je vais venir vers toi. Merci. Non, tu es trop grand. Non. Ouais, Comment tu veux qu'on fasse ? On a l'air con. Voilà, non, on ne voit plus. D'accord. Donc, j'avais écrit un discours, mais si je le lis, c'est chiant. Et si j'improvise, je vais dire de la merde, donc je vais improviser. Alors, je suis très content d'être le parrain de ce premier événement, parce qu'a priori, il va y en avoir d'autres, du moins j'espère. En tout cas, j'ai trouvé l'idée super bonne. Ils m'ont contacté via Facebook. Auquel des gens connaissent ou pas ? Alors, Facebook, c'est un outil très intéressant. Je dois faire 15 minutes ? Ouais, tu peux donc Facebook, en fait, c'est vous vous inscrivez, il y a votre nom et votre prénom. Du coup, quand vous tapez dans un moteur de recherche, vous pouvez trouver d'autres gens qui ont des noms et des prénoms. Il y a beaucoup de gens qui ont des noms et des prénoms. Du coup, il y a beaucoup de gens sur Facebook. Autant pour moi, Davy, on n'avait que 10 minutes. On n'a que 10 minutes. Alors, voilà, ils m'ont contacté via Facebook. Ils m'ont proposé l'événement. J'ai trouvé que le titre était très long. Et je tiens à dire que je trouve toujours le titre très long. Voilà, les coulisses des web-séries. Ils m'ont demandé d'être le parrain. J'ai trouvé ça trop cool parce que j'ai trouvé ça sympa. Après, j'ai trouvé le projet vraiment bien. Après, j'ai vu qu'il y avait la Cité des Sciences dedans et je me suis dit, c'est un peu la classe. Donc, je les ai rencontrés. On a discuté. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'événement ? Et donc, je leur ai dit, autant expliquer aux gens comment on fait une web-série de A à Z en faisant, nous, une web-série, parce qu'il n'y a rien de mieux de faire les choses en fait. Donc voilà, du coup on a fait les Sous-Vivants ensemble. Ils nous ont beaucoup aidés. J'ai fait venir des gens de mon équipe qui ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances, ces bâtards. Et voilà, et on a fabriqué une web-série. Vous allez pouvoir voir dans l'événement déjà tous les making-of. Vous avez pu les voir sur internet et voir l'épisode terminé des Sous-Vivants. Quoi dire d'autre ? Qu'est-ce qu'une web-série ? Parce que quand même, voilà, une web-série. Souvent, les gens ils disent « Ah, vous faites des web-séries parce que vous voulez pas faire de télé. » Non. On fait des web-séries parce que la télé, elle sait pas qu'on existe, à la base. Voilà. Et on fait des web-séries parce qu'on a vu des séries à la télé, pas françaises. Des séries américaines, des séries anglaises, des séries bien. Et on s'est dit « Putain, moi j'ai envie de faire de la SF parce qu'en France, on a Navarro. » Donc, du coup, on fait ses propres séries de notre côté. On va voir des producteurs qui en ont rien à foutre parce qu'ils disent ça, je peux pas le mettre à la télé parce que personne va regarder. Parce que normalement, une chaîne de télé, je ne dis pas ça pour France 4. Normalement, une chaîne de télé, elle achète des programmes qui sont déjà éprouvés. Comme ça, au moins, elle est sûre que les gens vont regarder et que les pubs vont être vues au milieu. Voilà. Ça, c'est le but de la télé. Depuis quelques temps, Internet, il y a des pubs qui fonctionnent. Donc, du coup, les gens s'intéressent aussi à Internet. Bref, là, c'est le côté noir du tableau. Mais le côté cool du tableau, c'est que, en fait, quand on fait une web-série, on la fait chez soi. On la fait pour se faire voir. On la fait pour se faire connaître la plupart du temps. Mais aussi, on la fait parce qu'on a envie de la faire et parce qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut. Nous, quand on a créé Nerds en 2007... on savait pas du tout où ça allait nous mener, on savait pas du tout qu'un jour il y allait avoir des DVD, on savait pas du tout qu'on allait faire le tour de la France, qu'on allait prendre l'avion pour dédicacer. Et en plus il y a des blagues dans Nerds, mais vraiment c'est voilà, de caca, de trucs comme ça. Et quand moi je volais en avion pour aller dédicacer à Toulouse, et je regardais le sol et c'est des blagues de caca qui font que je vole. C'est ouf quand même. donc nous quand on a créé Nerds, on avait juste envie de faire ce qu'on avait envie de faire et on rêvait de trouver un producteur qui nous dirait « Hey, viens, on te paye et tu fais ça à la télé. »
Et en fait, à l'époque, on savait pas que certaines choses n'étaient pas faisables en télé, et ce qu'on faisait n'était pas faisable en télé. Voilà. Et donc, pour moi, la web-série, c'est une super école. J'ai kiffé faire une web-série pendant 5 ans, gratuitement. Voilà. On apprend beaucoup. Il y a des expressions, je déteste les expressions, mais il y a une expression qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que pour faire de l'art, pour faire de la série, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend, parce qu'une école, ça ne vous apprend pas vraiment à faire les choses. Et du coup, moi, c'est en faisant une série que j'ai appris à faire, et que chaque saison, ça devient de mieux en mieux. Chaque saison, on apprend des trucs. On apprend aussi qu'on a un pote qui ne savait pas jouer, mais tant pis, on l'avait pris. Alors, bon, il va falloir le faire mourir à un moment. On apprend des tonnes de choses. Et voilà. Et après, on choisit son chemin. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce que vous allez apprendre ici, c'est qu'on peut faire des choses chez soi, gratuitement, et que c'est le meilleur CV du monde. Voilà. Parce que quand vous sortez de l'école, vous avez une feuille avec des notes, avec des trucs, vous avez un diplôme, mais quand vous allez voir les boîtes de prod, elles en ont rien à foutre. Il y a des milliards de gens qui ont des bonnes notes. Quand vous faites des choses chez vous, dans votre coin, même si vous dites que ça mène nulle part, que ça sert à rien, eh ben c'est pas vrai. Parce que si votre truc, il y a du cœur, si votre truc, il y a une bonne idée, il y a un machin comme ça, un bon producteur, un bon diffuseur va le voir. Et c'est là où vous montrez ce que vous avez de différent par rapport aux autres qui ont des diplômes, en fait. Je dis ça parce que j'ai le brevet des collèges, c'est tout. Voilà, du coup, moi, c'est en faisant des trucs sur Internet que j'ai réussi à trouver du travail. Voilà. Mais voilà. Et puis aussi, il y a une phrase, une expression que j'aime pas, c'est on vous dit souvent hey, crois pas qu'on va venir te chercher chez toi. Et bien avec Internet, si. On va venir te chercher chez toi. Et ça, c'est cool. Voilà. Et pour l'avenir des web-séries, ce soir, c'est cool parce qu'il y a 2 potes qui ont répondu présent. Il y a Alex Pilote, qui est le papa des web-séries. C'est le mec, c'est le premier à avoir fait des courts-métrages, ce qu'on appelait des courts-métrages amateurs dans les années 97, 98. Voilà. Et il avait vu ça au Japon. Il avait vu des Japonais qui se déguisaient en bioman et qui faisaient leur propre épisode de Bioman sur Internet, et il s'est dit putain mais je vais le faire, et c'est lui qui a amené tout ça, c'est Alex Pilote, donc il va vous expliquer comment faire des scènes de baston, c'est cool. Et il y a Flaubert qui pour moi est le petit dernier, c'est celui qui il venait à nos dédicaces de nerds et tout, et puis il disait ouais j'ai fait un petit court-métrage et tout, du coup on l'a pris en tant que stagiaire, et maintenant il fait des sketchs chez Golden Moustache, et c'est super ce qu'il fait. Et donc voilà, je suis très content qu'il y ait ces 2 personnes ici, et venez aux ateliers, vous allez voir, ça va être cool. Et entre-temps aussi, j'ai un pote qui s'appelle François Descraques, et qui a fait un petit truc qui s'appelle Le Visiteur du Futur, et c'est bien qu'il y ait France 4, et donc je te laisserai la parole après, comme ça je t'introduis. Voilà. Et en fait, voilà, François, lui, pour moi, c'est la 2e vague des web-séries. C'est-à-dire que François, il avait vu Nerds, il avait vu tout ce que faisait Alex Pilote, etc. Et quand il arrivait avec Le Visiteur du Futur, il arrivait avec un petit truc en plus, c'est qu'il arrivait avec vraiment un scénario en béton. Et il a créé ce truc-là qui a donné naissance, je pense, à une nouvelle vague de web-séries. Je pense qu'on est déjà à la 2e génération des web-séries. Voilà. Et France 4 a eu la bonne idée de mettre ces séries à la télé sans toucher à la série. Parce que j'ai eu des rendez-vous avec des chaînes, avec des trucs, et croyez-moi, les mecs ils vous disent c'est génial, par contre t'enlèves ça, mais ça fait un gars et une fille. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est pas classe. Voilà. Et donc voilà, kiffez, apprenez des choses, faites des choses. Et donc je vais citer William Wallace, puisque c'est ça qu'on fait quand on fait la web-série. Donc je vais citer William Wallace avec sa phrase « Liberté !» Bravo. Merci Davy, on peut l'applaudir. Merci. Merci Davy. Alors justement, moi je me suis dit tiens, je poserais bien des questions à Davy sur ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs vous allez avoir la parole, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà les préparer dans votre tête, parce qu'il n'y a rien de plus très mal introduit en fait. Ouais. Je m'appelle Ségolène. Une Ségolène. Ouais, il se passe un truc entre vous là, j'ai l'impression, non ? Mais elle m'a donné son prénom, donc du coup ça va. Oh, t'es sur la mauvaise pente. D'accord, donc si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions à poser, alors que ce soit aux créateurs des web-séries qu'on a présenté avant ou à Davy, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une première question, c'est t'as dit à un moment, il y a des trucs qu'on peut pas faire à la télé et qu'on peut faire dans les web-séries. Tu parles de quoi en particulier ?
tellement de choses. Par exemple, nous, dans la saison 3 de Nerds, bon, voilà, je sais pas, des gens ont vu Nerds ou pas ici? Ouais. En fait, Nerds, à partir de la saison 2, on a commencé à intéresser des producteurs un peu. Et il y a un mec qui nous a donné un rendez-vous, on y est allé, on s'est dit, ça y est, il va nous produire. Et en fait, pas du tout. Le mec adorait la série, il la regardait, il était producteur pour la télévision, il faisait des gros trucs à la télé. Et le mec, il venait nous rencontrer parce qu'il faisait, c'est génial, moi je peux pas faire ça, c'est trop bien. Et on fait, mais quoi, qu'est-ce que tu peux pas faire? Vous avez des t-shirts de Star Wars? Oui. Vous avez demandé le droit? Bah non. Et les consoles de jeux, quand vous jouez, vous avez demandé le droit à Nintendo? Bah non. Bah alors on pouvait pas le faire en télé. Ah bon? Et les posters de Marvel non plus. Et tout ça. Puis bon, il y a un handicapé mental dans la série aussi quand même. Donc du coup, en télé, c'est chaud. Il m'a dit en plus, le héros, c'est le geek. Souvent en télé, les gens vont te dire, le geek ne peut pas être le héros, c'est l'ami du héros. Sinon, les ménagères ne s'y retrouvent pas. Voilà. Non, mais ils ont plein d'idées qui font que leur série, elle fonctionne pas, tu vois. Et le truc drôle, c'est qu'il nous a dit, non, mais par exemple, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, l'avortement, on peut pas en parler. Et du coup, dans la saison 3 de Nerds, en 26 épisodes, il y a 3 avortements. C'est vraiment un pied de nez à ce truc-là ou oui. Ouais. Ah oui, on s'est dit, ok, on peut pas le faire. Nous, on va le faire. On va sur avorter Internet, plus que de raison. Okay. Ouais. Et donc ça avorte, quoi. Ouais, avec des baguettes chinoises même. Même d'accord. Ouais. Bah écoute, tant que vous mangez pas le truc après. Ah mais on n'y avait pas pensé. Oh. D'accord, ok. Alors autre chat, quoi. J'avais une autre question. Est-ce que vous avez des questions à poser à qui que ce soit d'ailleurs, même sur l'organisation, sur l'événement, il y a une question là-bas. Et là, Arnaud, tu vois, paf, t'apportes un micro. Bravo. Wow. Et juste une question pour vous tous. Bah déjà, tu vas donner ton prénom. Ouais, donc j'ai déjà donné. C'est vrai. Donc c'était Souleymane. Et donc d'où vous est venue cette idée? Et est-ce que les acteurs sont des potes ou des acteurs que vous avez embauchés et font-ils ça gratuitement ou pas? L'idée de chaque web-série? Oui. Alors pour Terminus Z, c'est des personnes que j'ai contactées qui faisaient soit déjà des web-séries ou qui faisaient du spectacle, etc., qui n'avaient pas forcément de formation de théâtre ou autre, et qui du coup sont devenus des potes en fait au fur et à mesure. Parce que dans une web-série, voilà, on crée une communauté, en fait, on crée vraiment un groupe, parce qu'on n'est pas professionnel, donc il faut absolument créer cette relation très, très forte entre nous, quoi. Donc, ouais, au final, on est des potes, quoi. Mais à la base, vous étiez des potes ou c'est devenu des potes? Non, c'est vraiment devenu des potes, ouais, au fur et à mesure. Mais tu les as rencontrés comment, les comédiens? Sur Internet, en fait, je les ai contactés. D'accord. Facebook. Voilà, alors, ils avaient des noms et des prénoms. Ok. Pour Super Accord, ça s'est passé comment? Alors pour Super Accord, à la base, tout simplement, il y a 6 ans sur le tournage d'un court-métrage, on a eu une idée de gag débile qui serait qu'on s'était gouré sur le t-shirt d'un acteur entre 2 scènes et on s'est dit, imagine dans le film, d'un plan à l'autre, il y a une erreur de raccord comme ça, il n'y a pas le même t-shirt, et imagine le personnage s'arrête et s'en rend compte. Et qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit, il y a un truc là au niveau du 4e mur, on est dans le film, on est hors du film, il y a un truc vraiment à exploiter. Comme l'idée nous plaisait, 2 ans plus tard, on a fait un court-métrage. Et comme l'idée nous plaisait vraiment beaucoup, 4 ans plus tard, on a fait une web-série basée sur ce court-métrage qui est Super Raccord. Et au niveau des comédiens, on a fait appel uniquement à des gens qu'on connaissait, des gens avec qui on avait éventuellement déjà travaillé. Pour les comédiens principaux, ce sont des comédiens professionnels ou en formation, parce qu'on a la chance d'en connaître pas mal. Et pour les rôles secondaires, pour les figurants, parce qu'on a quand même beaucoup de monde, on a fait appel à tous les gens qui voulaient bien venir participer. Oui, essentiellement par contact, par réseau. Voilà. Ok. Jérémy? Nous, pour Serial Gamer, c'est une bande d'amis. Comme dans la série, en fait, on se connaissait déjà tous avant. On a voulu faire un projet ensemble, donc on s'est dit, on le fait. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, c'est pas. S'il y a un personnage qu'on a recruté avec son nom et son prénom sur Facebook. Et sinon, tous les autres, on est vraiment une bande d'amis depuis très très longtemps. Voilà. Ok, et pour Nicolas, alors nous, ça a été un mélange. Il y a une partie que je connaissais avant, des amis. Et le reste, c'était un casting fait, alors pas sur Facebook, mais sur cinéaste.org, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pas des noms, mais c'est des mots. Et puis, alors l'idée, je serais incapable de dire comment est venue l'idée, en fait. Ça a été une progression très très lente, mais je ne saurais pas dire comment. D'accord. Ça répond à ta question, Souleymane? Et derrière ta question, il y a toi, tu as envie de jouer, c'est ça?
Ouais, voilà, donc prenez son CV à la fin. Voilà, Souleymane, vous tapez Ok. sur Facebook. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, alors. Oui, t'es un zombie pour l'instant pour moi, donc je sais pas si je dis monsieur ou madame. Ah, merci. Parce que t'es maquillé, je sais pas si tu sais. Non, t'es pas maquillé, merde. Donc oui, donc c'était par rapport à Nerds. Je vais relancer le débat sur la fin. En fait... Relancer le débat sur la fin. Non, Oui, je vas-y. voulais dire... en fait, vous aviez un projet par rapport à la conclusion de Nerd. Enfin, ce que je veux dire, c'est celui qui a provoqué la fin de Nerd. Alors réponds à cette question, s'il te plaît. En fait, tu veux dire, est-ce qu'on avait un autre projet après Nerds, ça fait qu'on a terminé Nerds à cause de ça, ou alors est-ce qu'on a terminé Nerds parce qu'on voulait en finir avec Nerds? C'est ça ta question ou je comprends pas? C'est pour savoir en fait quelle était la raison en fait. Pourquoi on a arrêté? Voilà. Ouais, Bah parce qu'à un moment faut arrêter. c'est vrai. Parce que T'as bossé en fait, combien de temps sur Nerd? C'était 5 ans, tu 5 ans, disais mais 5 ans. 4 saisons. D'accord. En fait, Nerds, on a commencé dans mon appart, sur mon canapé, 4 comédiens, voilà, 16 épisodes. Après, la saison 2, 26 épisodes dans mon canapé, dans mon appart, pas de budget toujours. Hein. 3e saison, pas de budget dans mon canapé, dans mon appart. Bon, mon canapé s'est cassé. J'en trouvais des crottes de chien parce qu'il y avait un des cadreurs qui avait un chien et son chien sortait pas, du coup il chiait chez moi. Ça commençait à devenir un peu usant. Et puis Ankama est rentré dans la boucle et a apporté du budget. Et donc on a pu faire une fin de saison 3 un peu plus classe. En fait, on s'est payé des billets de train pour aller en Ardèche parce qu'un pote nous prêtait un château. Voilà. Donc on a tourné dans un château avec une grue, tout ça. Et la saison 4, après, était financée par Ankama, mais du coup, on était obligé de tourner très rapidement. C'est-à-dire qu'on était obligé de tourner en moins d'un mois, vu le budget. Et du coup, nous, on a écrit la série en amont, mais ça nous a pris 7 mois d'écriture pour 26 épisodes. Et donc, du coup, j'ai gagné un SMIC pour un an de travail. Voilà. J'ai gagné 1000 € pour un an de travail. Mais j'ai kiffé. Alors, pourquoi on a arrêté Nerds? Parce que aussi scénaristiquement on est arrivé au bout du truc, c'est-à-dire quand t'as une meuf et 3 mecs, que la meuf a couché avec 2 des mecs, scénaristiquement parlant tu peux pas faire Friends, tu vois, parce qu'au bout d'un moment que Phoebe couche avec Ross, on s'en fout, tu vois. Notre histoire d'amour notre triangle amoureux était usé, donc on pouvait plus tirer sur la corde de l'amour. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a un truc, mais je sais pas, j'ai rien là. Et du coup, pour moi, vraiment, le nerf d'une série, même si tu parles de jeux vidéo, même si tu parles de zombies, même si tu parles de tout ce que tu veux, le nerf de la guerre, c'est l'histoire d'amour. Ce qui va faire que les gens s'intéressent, ce que les gens ont envie de savoir, ce qui va advenir de tes personnages, c'est l'histoire d'amour. Et on était arrivé au bout de l'histoire d'amour avec Dark et Caroline, et du coup, on était obligé d'arrêter. Et à côté, humainement, on était fatigué aussi. Et puis, au bout de 5 ans avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, des fois, t'as plus envie de voir la gueule d'une personne. Et voilà, et t'arrêtes. Voilà. Et de la percuter avec une voiture. Hein? Et de la percuter avec une voiture. Mais non, pas du tout. Ah, tu viens de raconter la fin, là, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Ok, bah merci. Non, mais en tout cas, ouais, pour terminer, mais en gros, et puis aussi, il fallait que ça se termine de manière... Je sais que les gens n'ont pas aimé la fin parce que la fin est violente. Elle arrive comme ça et la fin est très violente. Mais c'est une fin. Ouais. Et moi, Friends, quand les mecs ils posent les clés sur une table en disant ciao, on se reverra peut-être parce que peut-être qu'un jour on n'aura plus d'argent, du coup on va refaire une série. Ben non. Là, la série elle est finie. Voilà. T'as tout vu et tu peux pas avoir autre chose parce qu'on l'a flingué le héros. Mais bien. On l'a démonté. Voilà. Ouais. Et si t'as pu pleurer un petit peu, on est content. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être. Ah, ici au premier rang. Cours. Je cours. Dépêche-toi Arnaud, s'il te plaît. Peut-être mets qu'on du peut rythme. parler fort aussi. Peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait parler fort. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Dans le couloir du Carrefour numérique, il y a l'historique des web-séries. Donc il y a 3 générations et non pas 2. Enfin, je ne veux pas vous foutre la merde, mais bon, c'est pas grave. Mais on voit que dans les 3e générations, il y a une bonne dizaine de web-séries qui existent actuellement, de web-séries françaises, j'imagine. Donc ma question, c'est par rapport à l'organisation de l'événement, est-ce que vous avez choisi les 4 séries ici représentées
Ou est-ce que c'est les seuls qui ont répondu? Ou est-ce que, comment ça s'est passé en fait? C'est Nicolas qui va te répondre, qui organise le truc. Je m'en doute. Oui. Au niveau des séries qui viennent là, qui participent, oui. Il y a eu un mélange de disponibilité aussi. Des gens qui étaient aussi sur la région parisienne, même si on a donc Terminus Z qui vient de Toulouse, mais c'est Algamer qui vient de Nancy, Metz, enfin de l'Est quoi. Voilà. Et il y a eu déjà ce problème-là. Et après, on voulait voir des 4 au début on partait sur 5, mais au final 4 genres un peu différents. Et puis voilà, c'est assez simple. On a pris de la SF, on a pris plus de la comédie, du fantastique et du gaming. Après, on aurait pu prendre peut-être plus large aussi. Il y a eu aussi le fait que des gens ne nous répondaient pas ou n'étaient pas disponibles. Ou souvent, si des équipes qui ne sont pas soudées au point de venir faire un salon pour représenter vraiment une équipe pendant un week-end sur un salon. Donc il y a eu un mélange de plein de choses, de disponibilité aussi, de styles différents, de gens qui étaient motivés aussi. Des gens vraiment qui voulaient venir et qui disaient ok, je me mets un peu en retrait et j'accepte juste d'expliquer ce qu'est une web-série plutôt que de venir vendre ma web-série. Mais c'est vous qui avez contacté les web-séries pour qu'elles viennent Oui, c'est nous. Ouais. Okay. Mais il y en a, en plus, je veux dire, il y en a 12 milliards des web-séries, quoi. Donc c'est un peu compliqué aussi pour... vous pouvez pas représenter tout le monde, quoi. Non, il manque beaucoup de monde, mais... Oui, il y a beaucoup de monde, ouais. Non, c'est tout à fait logique, il y a un choix, mais c'est savoir comment ça s'était passé. Ah, il y a la non-série qui veut faire un happening. Là, attention, ça va être du lourd. Donc Arthur, on peut applaudir Arthur, qui est une web-série qui s'appelle la non-série. Je te reconnais à 2 trucs, à la coiffure et la cravate. Tu veux parler ? Bonjour. Bonjour. Nous, on est là, si vous voulez, pour vous aider à organiser. Merci, t'arrives à peu près 3 mois trop tard, mais c'est bien. Mais pour la prochaine édition, peut-être. D'accord. T'as une question à poser, Arthur, ou c'était juste un beau petit happening comme ça? Oui. Le triangle amour, l'amour, c'est important dans les séries. Pour l'instant, il n'y a que des mecs dans nos séries. Voilà. Alors, tu sais, Arthur, une question, c'est à la fin, il y a un point d'interrogation. Alors, essaye de mettre au moins la voix qui monte à la fin de ta phrase. Comment on fait? Voilà, merci Arthur. Le mariage pour tous, mec. Ah, bonne réponse. Okay. C'est vrai. On va s'entraîner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions plus sérieuses? Ouais, ici, il y a un jeune homme. Bonjour. Tu t'appelles comment? Pierre. Donc, je voudrais m'adresser... sur Facebook? Je me réserve de ne pas répondre à ça. Voilà. Suspense. Ouais. Exactement. Je m'adresse donc plus à Davy. En fait, toi, tu faisais à l'époque, il me semble, une case en moins. Ouais. Et tu faisais ça déjà un petit peu avant l'avènement de YouTube. Ah, YouTube n'existait pas. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment tu as perçu ce passage sur Internet. Ouais, et la deuxième bonne question. J'ai un truc, je suis énervé. Ouais, vas-y. Et la deuxième question, ce serait à propos de ta série Space. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir ce soir à 19h, 2 épisodes. D'accord, très bien. Voilà. Voilà. Alors, Space, c'est compliqué parce que bon, je fais à l'envers. Space, c'est une série pour les gens qui savent pas que j'ai tourné dans ma grange en Ardèche l'été dernier parce que j'étais énervé parce que j'avais eu des rendez-vous avec Canal+ et ils m'ont mal parlé. Et ils m'ont demandé de faire ce qu'ils voulaient. Les bâtards. Non, mais bon, quand on t'appelle et on te dit « Ah putain, on aime beaucoup ce que tu fais sur Internet », toi, tu crois que tu vas faire ce que tu fais sur Internet à la télé. Et eux, ils te disent qu'en télé, ça marche pas. Alors toi, tu leur dis « Mais ça marche sur Internet. » Ouais, mais pas en télé, donc fais autre chose. Mais vous voulez que je fasse quoi alors? Ce que tu fais sur Internet, mais en télé. Je comprends plus ce que tu me dis, mec. Et du coup, après, tu rentres chez toi et tu fais une série dans ta grange. Par vengeance, tu vois. Du coup, Space, ouais, c'est une série, méta-série, qui parle de l'espace, qui se moque de Star Trek, et en même temps, qui se moque du système de diffusion des chaînes de télé. Voilà. Mais ça, on le voit qu'au bout de 5 ou 6 épisodes. Donc les 2 premiers épisodes que vous allez voir, vous n'allez vraiment pas sentir le côté méta. Pas du tout. Voilà, je vous préviens tout de suite. Donc ça, ce soir, il y a 2 épisodes de Space de diffuser. C'est pas fini parce que j'attends d'aller à un studio de doublage pour redoubler toutes les voix des personnages parce qu'on avait plein de gens compétents, sauf un sondier. Donc du coup, c'est micro-cam. Donc vous savez que le micro-cam, c'est caca. Micro-caca.
Cam. Donc voilà, donc du coup on va tout redoubler pour que ça soit cool et que ça fasse américain. Voilà. Et ensuite, pour revenir en arrière, ouais, moi j'ai commencé sur Internet à mettre des vidéos en 98, 99. C'était mon anniversaire il y a 2 jours, je suis vieux. Et je trouvais ça trop cool parce qu'on pouvait mettre des vidéos en Reel Media compressées en zip que les gens pouvaient télécharger via Alta Vista. Trop la classe. Et des fois, on avait 40 voire 300 téléchargements. 300 téléchargements, c'était un succès. C'était un succès total. Ensuite, nous, on a fait tous les concours de vidéos qu'il y avait. Ça nous a fait un petit peu connaître. Et une case en moins, on a surtout été connus dans les festivals de Japanime, comme Japan Expo, des choses comme ça. Et c'est grâce à Alex Pilote. Hein. Moi, j'ai imité Alex Pilote, hein, vraiment. Hein. J'ai vu ce qu'il faisait et j'ai fait, je vais faire pareil. Sauf que nous, on faisait des trucs plus courts. La plupart du temps, les gens faisaient des trucs de 40 minutes. Nous, on était inspirés par les nuls et les inconnus. Du coup, on faisait des sketchs avec des Tortues Ninja ou avec des mecs de Street Fighter, mais c'était des sketchs, quoi, tout petits. Et donc voilà. Et après est arrivé peu à peu YouTube. Et du coup, on a mis les vidéos sur YouTube, mais moi, je suis passé à côté de ce truc-là. Vraiment. J'en avais un peu rien à foutre. J'ai été con parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Et aujourd'hui, on nous appelle des YouTubeurs. Et ça m'énerve. Voilà. Parce que YouTube, c'est une plateforme. C'est une plateforme de vidéos. Et les gens qui font des vidéos aujourd'hui, on dit que tu es un YouTuber. Alors, tu peux faire des courts-métrages, tu peux faire des sketchs, tu peux faire des trucs, tu es un YouTuber. Ça classe tout de suite les styles. Ceux qui font un peu du cinéma d'auteur, c'est des huméoeurs. Ouais, mais c'est ça, c'est horrible. C'est horrible. Je suis pas un putain de youtubeur. Je fais des vidéos depuis 98, ça existait pas. Je fais des trucs sur Internet, pourquoi pas. Je fais des conneries sur Internet. J'ai montré ma bite sur Internet, oui, mais je suis pas un youtubeur, quoi. Et enfin voilà. Bref, je suis énervé. Mais merci pour ta question. Bah voilà. Je pense que c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors au fond, avec coup Arnaud. Merci. Bonjour. Salut. Je voulais savoir si en termes de modèle économique, vous arrivez à vivre de votre web série ou ça vous sert plus de vitrine pour trouver autre chose? Ben, ça serait bien d'arriver à en vivre, mais malheureusement non. Enfin, je pense pas, non. Non. Merci. Non, c'est... Actuellement, non, c'est pas possible de vivre sa web série, surtout si on le diffuse directement sur Internet, sauf si on fait des millions de vues par épisode. Mais ouais, non, c'est quand même très compliqué d'en vivre, quoi. Et pour compléter la question, enfin moi, ça coûte combien une web série? En tout cas, les vôtres à peu près. Est-ce que vous avez chiffré un peu l'investissement que ça représente? T'es fou, faut pas faire ça. On parle pas de thunes? Mais non. Moi, nous, enfin, je sais pas vous, mais quand on faisait Nerds, si on se mettait à calculer le temps, imagine, tu dis, bon, si je payais les gens qui sont là, tu le fais plus. T'arrêtes. Ouais. Je pense pas, vous calculez pas, c'est l'enfer. Impossible à calculer. Ah ouais. D'accord, c'est un investissement de fou. Ah ouais. Alors on va. mais en tout cas, c'était quoi la question? C'était. Est-ce qu'on peut en vivre? Non, je pense pas qu'on peut en vivre, mais on peut en vivre après. Je pense que vraiment, c'est une carte de visite, c'est une putain de carte de visite. Et puis ça t'apprend vraiment le métier et du coup vraiment après tu peux trouver du travail ou faire des choses. Moi Nerds, ça m'a pas fait gagner ma vie, mais je sais que c'est grâce à Nerds aujourd'hui que je travaille chez Golden Moustache, que je fais de la bande dessinée chez Delcourt, etc. Vraiment, c'est grâce à ça, quoi. Ouais, donc ça sert plus de vitrine qu'autre chose? C'est une carte de visite. C'est plus qu'une vitrine, je pense. D'accord, merci. Bah merci. Rien, tu es très poli. C'est vrai. Il y a beaucoup de respect dans ce merci. Justement, on a... Oui, la politesse, oui. C'est gênant ce moment où il n'y a qu'une seule personne qui applaudit. Alors justement, on a commencé un petit peu à en parler, mais on va développer un peu le sujet et on va parler un peu de Studio 4.0 avec Ségolène, ce qui est une plateforme de diffusion de web-séries. Donc on va accueillir Ségolène Zog. Bonjour. Voilà. Merci Ségolène. Donc en fait, je suis venue vous présenter notre plateforme de web-série de France Télévisions qui s'appelle Studio 4.0. En fait, cette plateforme, elle dépend de la direction des nouvelles écritures, qui est une entité un petit peu obscure, je pense, aux yeux du grand public. En fait, dans France Télé, il y a France 2, France 3, France 4 et compagnie. Et il y a également les nouvelles écritures, c'est une direction du numérique, où en fait, on a la chance d'avoir une équipe dédiée et un budget annuel pour
coproduire en fait des programmes destinés uniquement au web. Dans tous ces programmes, on a voilà, donc tout ça, on fait des programmes. Ça, je vous en présenterai certains après, mais avec certains principes, en tout cas qu'on essaie de respecter, notamment de tester des nouveaux usages, de tester des nouvelles technologies, d'explorer des écritures un petit peu plus originales qu'on peut voir dans une fiction de France 2 qui se respecte, mais qui n'est pas un programme pour le web. Qui peut se respecter, TF1, Julie Lescaut, peu importe. Et donc, dans tous ces programmes-là, on a des web-séries qui sont sur Studio 4.0, mais on a aussi plein de choses. On fait des web-documentaires, on fait des applications jeunesse, adultes, on fait des dispositifs, des plateformes de témoignages. On fait vraiment beaucoup de programmes pour le web. On en a fait, cette direction, elle a 3 ans, on a fait une centaine de projets, 80 peut-être depuis. Et donc, en fait, moi, je m'occupe plus particulièrement de Studio 4.0, qui héberge les web-séries qu'on coproduit et qu'on achète parce qu'on a aussi des acquisitions internationales. Next slide. Alors, vite fait, donc les nouvelles écritures, on est 13 personnes, en fait, à travailler sur les web-séries, sur les web-documentaires et tous les autres projets qu'on fait. Là, aujourd'hui, en ce moment, on a 64 projets en développement, alors sur ces ou en production. Je pense que dedans, il y a une dizaine de web-séries pour que vous voyez un petit peu la part des programmes. 700... Parce que les autres, c'est de l'achat. Non, les autres, c'est pas des web-séries, c'est des applications, des web-documentaires, c'est vraiment des autres genres. On travaille sur tous les genres. 700 projets étudiés, parce que ça, je vais vous l'expliquer après, mais en fait, on reçoit des projets que des producteurs et surtout d'ailleurs des auteurs nous envoient. Donc, on lit beaucoup de projets et puis voilà, on décide de passer à côté ou alors de partir d'accompagner ces personnes dans un développement en production. On a la chance parfois de recevoir des prix pour nos web créations. Alors par exemple, le Visiteur du Futur avait reçu des prix à La Rochelle par exemple. Et moi je vais parler chiffres. On a un budget de 4 millions d'euros par an, en ce moment en tout cas, pour financer en fait tous ces programmes. Donc web séries, mais aussi web documentaires et tout ça. Voilà. Donc Studio 4.0, plus en détail. Next slide. En fait, c'est une plateforme de web-série qui a été créée donc, en octobre 2012. Elle a donc 1 an et demi maintenant. Cette plateforme, en fait, elle a différentes fonctions. En fait, c'est un espace dédié. C'est-à-dire que autant tous nos autres projets, des nouvelles écritures, ont à chaque fois un site dédié, ou enfin un site pour chaque projet, autant toutes nos web-séries, et peu importe le genre de la web-série, elles sont hébergées en fait sur cette plateforme. Qui donc héberge, comme je vous le disais, nos coproductions, mais aussi des projets internationaux parce qu'on achète aussi des web-séries déjà, déjà diffusées dans d'autres pays et qu'on a envie de faire découvrir au public français. Parce que c'est pas parce que c'est sur Internet que tout le monde peut le voir. Il y a aussi n'importe quelle vidéo, elle peut être géobloquée sur Internet et il y a énormément de web-séries aux États-Unis, au Canada, en Espagne, dans plein de pays que les Français peuvent pas voir en fait. Donc nous, on essaye de dénicher ce qu'on pense être des bonnes web-séries internationales et on les propose en sous-titré sur Internet. Voilà. Alors, quelques chiffres, et donc ceux-là, ils font qu'augmenter, mais en tout cas, aujourd'hui, on a environ 700 vidéos, donc 700 épisodes en ligne. Ça représente une trentaine de web-séries. Il y en aura, je pense, 37 ou 38 d'ici la fin d'année, là, en décembre. On a un très grand nombre de différences de vues sur Dailymotion et YouTube parce qu'en fait, on a lancé la plateforme initialement avec Dailymotion. Donc, pendant cette année et demie, on a accumulé 29 millions de vidéos vues. Et sur YouTube, on en a 8. Et il y a encore 2 mois, on était à 4 millions à peu près. Voilà. Donc dans les coproductions, en fait, alors à chaque fois, il faut faire la part. Les coproductions et les acquisitions, ça représente environ moitié sur la plateforme. En fait, on a la chance de pouvoir faire aussi de l'animation et non pas seulement des web-séries en images réelles. Donc là, c'est quelques chiffres indicatifs. Aujourd'hui, en tout cas, on a 12 fictions en images réelles et 4 en animation. Et pour la partie acquisition, on en a un petit peu moins d'animation. On en a 1 et 13 séries en images réelles. Sans limite de genre, là, donc toi tu disais Nicolas que tu avais essayé en tout cas d'inviter un panel un petit peu large de genres différents de web-séries. Nous aussi on essaye de ne pas se limiter. Donc si vous allez sur ce 4.0, vous pourrez voir, comme je vous disais, qu'il y a de l'animation, mais il y a aussi de la SF fantastique puisqu'il y a le Visiteur du Futur. Il y a aussi de la comédie sentimentale, de la comédie dramatique, voilà, et de l'animation adulte aussi pas mal. Alors ça, c'est
comment en fait Studio est présent sur Internet. En fait, Studio 4.0, donc concrètement, c'est un site internet, mais vous pouvez voir dessus que ce sont des players qu'on utilise, les players qui sont accessibles vraiment à tout le monde, c'est-à-dire Dailymotion en premier lieu, puisqu'on a lancé la plateforme en fait avec un partenariat technique d'exploitation avec eux, mais qui n'est pas exclusif et qui nous permet en fait de mettre en parallèle également les épisodes sur YouTube. Donc ça s'est fait dans un second temps, YouTube, donc c'est encore en cours de développement. Donc en fait, actuellement, toutes les séries, vous les voyez sur Dailymotion et certaines sur YouTube. Et dans quelques mois, vous les verrez toutes aussi sur YouTube, selon le player que vous préférez. Voilà. Et on a aussi parfois des mises en avant sur Allociné qui relaient pas mal nos vidéos, et puis voilà, parfois d'autres également. Alors ça, c'est une belle slide pour ne pas dire grand-chose, qu'on est, comme vous pouvez le voir, présent dans les festivals. Bonjour. Voilà. Ensuite, ça c'est quelque chose. Donc ça c'est voilà. C'est génial d'avoir un public comme vous aujourd'hui devant nous, parce que ça, ce sont des choses qui s'adressent concrètement à vous. Pour nos web-séries, en fait, à peu près une fois par an, on lance des appels à projets avec, au fait, à chaque fois autour d'une thématique plus ou moins large, pour recevoir justement des projets et pouvoir en lire pas mal, parce qu'on a besoin de se nourrir, parce que les gens envoient souvent des projets. On a vu le Visiteur du Futur, on nous envoie les petits frères du Visiteur du Futur, des choses comme ça. Donc en fait, on essaye un petit peu, dans la mesure du possible, d'aiguiller parfois, ponctuellement, les projets qu'on reçoit. Et donc c'est pour ça que, next slide, on a pu en faire déjà 3. Donc par exemple, le premier, c'était sur les jeunes femmes modernes. Là, en fait, souvent, on laisse à peu près 4 mois. On avait reçu 70 projets. On a lancé 5 développements, et donc il y en a 2 qui sont partis en production, qui ont été diffusés, notamment les textapes d'Alice. Le deuxième, ensuite, appel à projet, ça avait été sur l'Uchronie. Celui-ci, il était un petit peu plus récent. C'est la slide suivante. Et là, donc, on avait reçu l'Uchronie. En fait, on se disait, et si un détail de l'histoire avait changé, et si Hitler n'était pas mort, et si le mur de Berlin n'était pas tombé. On avait reçu à peu près autant de projets, un petit peu moins, 64. Et là, par contre, on n'en avait lancé que 2 développements. Parce qu'en fait, quand on fait ces appels à projets, c'est pas sous forme de concours où on dit il y aura 5 développements et un gagnant qui sera produit. Nous, on a pour habitude, en tout cas, de lire tous les dossiers du début jusqu'à la fin et d'accompagner les projets qui nous plaisent le plus. Donc, si dans un lot de 80, il y en a 15, et ben, on fera 15 développements. Et s'il n'y en a que 2, ben, on n'en fera que 2. Voilà. Et le troisième appel à projet, qui est Métro Robot Dodo, qui avait pour deadline le 23 juin. Donc on a reçu, là, on est très content, 80 projets qu'on va lire cet été, et on fera nos retours le 10 septembre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envoyé des projets. Cool. C'est le 10 septembre la réponse. Et on accuse réception. Voilà. Et donc, alors pour terminer, on va faire ça rapidement, mais le mieux, c'est quand même d'aller sur le site et de voir les web-séries. Mais pour vous en présenter quelques-unes rapidement, donc les coproductions, nouvelles écritures. La première, ça a été en fait Les Opérateurs, qui a permis de lancer la plateforme, qui a été donc écrite par François Descraques et Slimane Baptiste Beroun, qui sont évidemment de la team du Visiteur du Futur, comme vous les connaissez. Voilà, on va aller vite, hein, mais là, ça c'est une autre web-série, VRP, qui avait été aussi lancée en 2012. En 2013, on avait commencé l'animation avec Les Indégivrables. Les Indégivrables, vous savez, c'est les petits pingouins qui sont aussi en partenariat avec Le Monde. En fait, on a travaillé avec l'auteur de ces dessins pour en faire une série d'animation, qui a eu 2 saisons d'ailleurs, parce que ça marchait plutôt bien. Encore une autre série d'animation, les supercheries littéraires. On a fait ensuite les supercheries financières d'ailleurs. HeroCorp. Alors HeroCorp, c'est un peu particulier. En fait, ça c'est une web-série qui accompagnait en fait qui faisait partie d'un dispositif transmédia, puisque vous savez qu'à la base HeroCorp c'est une série à la télé. Et en fait, on a travaillé avec évidemment l'auteur, le réalisateur et vraiment toute la team d'HeroCorp pour mettre en place en fait une web-série qui complétait la série télé. Donc c'est ce qu'on appelle donc le dispositif transmédia, et c'est ce qu'on fait aux nouvelles écritures du vraiment production web et aussi du transmédia. Et donc là d'ailleurs HeroCorp, vous aurez la saison 4 sur France 4 en fin d'année, et donc il y aura l'année dernière pour la saison 3, il y avait eu 2 web-séries, là il y en aura une mais avec un petit peu plus d'épisodes. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous. Et donc cette année, ça c'est certaines de nos dernières séries. Donc ça c'est les textapes d'Alice, qui s'adresse à un public beaucoup plus féminin, par exemple, que le Visiteur du Futur.
qui est donc issu de l'appel à projet sur les femmes. Là aussi, on aura une saison 2 qui arrive en octobre de cette année. Visiteurs du futur, que je ne sais pas si je dois vous présenter, mais voilà, rapidement. Donc, François Descraques avait fait cette série, il l'avait autoproduite, il avait fait tout seul de ses petites mains les saisons 1 et 2. Et en fait, avec Ankama, du coup, on l'a accompagné sur les saisons 3 et sur la saison 4, qui s'est achevée malheureusement là, le 15 juin. Donc, vous pouvez regarder encore les épisodes, mais voilà. Et enfin, une dernière, CamWeb. CamWeb, là aussi, c'est deux filles, Aglaé et Isabelle, qui ont en fait autoproduit une saison, qui ont été accompagnées par un producteur pour la deuxième. Et en fait, nous, on a décidé de les accompagner pour la troisième saison, du coup, qui est diffusée sur Studio tous les mercredis. Et ça, c'est encore en cours. Jusqu'à la fin de l'été, vous aurez des nouveaux épisodes. Et enfin, mais là on va passer vite, comme je vous disais, il y a aussi la moitié de nos séries qui sont des acquisitions internationales. Donc en fait, on essaye de piocher comme ça des programmes de différents pays. Donc Out With That, qui est une série canadienne, Réservoir Hill néo-zélandaise, Les Béliers canadiennes, qui est diffusée sur Tout.tv, notre homologue. Les Roux, qui vient de Belgique. C'est cool, les Roux, ouais. Héroïs, qui vient du Brésil, c'est notre seule web-série brésilienne, c'est 3 soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un programme très très fort. Desenterrados, qui vient d'Espagne, et The Guild. The Guild dont on vient de faire l'acquisition. Donc là, actuellement, on a les 5 saisons qui sont diffusées sur le web en sous-titré. La 6e, d'ailleurs, va arriver en septembre sur Studio. Et ça va faire du coup la transition. Vous savez maintenant, ou vous ne savez pas peut-être, c'est possible, qu'on a une case à l'antenne, donc sur France 4, une case qui s'appelle Ce 4.0. Et en fait, pour la reprise de la grille en septembre, on va démarrer avec The Guild qui passera sur France 4. Voilà, un petit marathon tous les vendredis soirs. Next slide. J'avais mis au point un petit geste pourtant. Voilà, du coup, t'as plus de slides. C'est pas grave, c'était pour terminer pour parler justement de l'émission sur France 4. En fait, donc depuis le 7 avril, on a eu l'opportunité de pouvoir offrir en fait ces web-séries aux téléspectateurs qui ne connaissent pas tous Internet en fait. Et du coup, sur France 4, on avait 26 minutes quotidiennes en fait, donc à 20h15, où on proposait nos web-séries. Donc 20h15, ça veut dire que c'est doublé, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre du interdit au moins de 12 ans. Donc en fait, on a fait ça là pendant quelques mois. Et en fait, à partir de septembre, du coup, pour la rentrée, on va passer en fait le vendredi soir en S3, donc c'est-à-dire vers minuit et demi. Et du coup, là, on pourra enfin proposer nos web-séries en sous-titré comme sur le web et non pas en doublé. Et en fait, on va avoir une case de 52 minutes qui va nous permettre du coup de faire plus sous forme de marathon et non pas juste 1 ou 2 épisodes par jour, ce qui peut être quand même assez frustrant quand on aime les séries et les web-séries. Voilà, donc je donne rendez-vous, du coup, ça reprend le 5 septembre, Studio 4.0 sur France 4. Et puis d'ici là, il y a évidemment la plateforme web où tous les épisodes sont disponibles. Voilà. Merci Ségolène, on peut applaudir Ségolène, merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que vous avez encore des questions, peut-être Là, il y a un jeune homme qui a une question. Bien joué Arnaud. C'était pour savoir par rapport aux appels au projet, du coup c'est quand les dates de début, enfin la fin vous l'avez dit, mais à partir de... Ouais, alors donc Métro Robot Dodo, là en fait on l'avait lancé le 4 avril, on avait donné jusqu'au 23 juin, et en fait on en fait une fois tous les ans c'est sûr, mais là tant qu'on n'a pas encore défriché les projets qu'on a reçus, je suis incapable de vous dire le prochain, mais en fait ce sera sur le site Studio, on annonce évidemment, on annonce ça auprès de la presse professionnelle et auprès du grand public, puisque en fait tous les projets qu'on reçoit en comité, il n'y a vraiment pas besoin d'être accompagné par un producteur, n'importe quel auteur, étudiant, n'importe qui peut envoyer un projet. Et si le projet nous plaît et qu'on part en développement puis en production, là évidemment on s'arrangera pour trouver un producteur bien sûr, mais vraiment vous pouvez envoyer tous vos projets. Et en fait ces appels à projets, on vous propose un thème en fait, mais sans ces appels à projets, vous pouvez envoyer n'importe quel projet de web-série. On a une adresse mail
qui n'est pas une adresse poubelle, qui s'appelle nouvelle-écriture francetv.fr. Et en fait, vous envoyez vos projets à cette adresse. Et en fait, nous, toute l'équipe là, de 13 personnes dont je vous parlais, on se réunit une fois par semaine pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut. Et on lit une dizaine de projets par semaine, en fait. Donc, vous envoyez un projet, on le lit. Ça prend environ 1 mois et demi, grand max. Et on vous répond. Voilà. C'est nouvelle au pluriel, du 6, écriture au pluriel, francetv.fr. Et il faut envoyer un scénario ou on peut envoyer un pilote on ne peut pas imposer aux gens d'envoyer un pilote parce que ça coûte cher de faire un pilote. Donc vous envoyez tout ce que vous pouvez. Alors, à la base, c'est d'envoyer un dossier PDF où vous présentez votre projet, vos intentions de réalisation, le pitch, au moins les arches de la première saison, qu'on voit un peu où est-ce que vous voulez en venir. Et alors, dans l'idéal, ce serait d'avoir au moins un épisode dialogué vraiment en entier pour qu'on puisse se faire évidemment une idée de l'écriture. Mais encore une fois, on n'impose rien, vous envoyez ce que vous voulez. Si vous avez la chance de pouvoir tourner un pilote, vous envoyez un lien, Vimeo, YouTube, peu importe. Mais voilà, envoyez ce que vous pouvez et puis avec ça, on se débrouille, on lit. Et si ça nous intéresse, évidemment, on demandera plus d'informations. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Ah bah attends, oui. C'est une question de néophyte. Pour un débutant qui voudrait envoyer un projet, beaucoup de personnes ici savent comment faire. On a parlé de scénario, de pilote, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il y a un format que vous pouvez nous indiquer sur comment présenter un projet par exemple à une chaîne ? Oui, tous les dossiers qu'on reçoit, ils ont à peu près la même structure en fait. Il suffit, déjà c'est pas mal d'avoir un nom à son projet, d'avoir un pitch, donc c'est-à-dire de pouvoir décrire votre projet en 2 ou 3 lignes pour de savoir de quoi on parle. Après, vous pouvez avoir du coup une note d'intention, une présentation des personnages un petit peu plus développée si vous êtes déjà à ce stade-là. Ce qui est important aussi, donc du coup, c'est comme on parle de web-série, on parle pas d'1 ou 2 épisodes, mais on parle de saison après saison. Donc au moins sur la première saison, la principale arche narrative, et si vous avez déjà esquissé les arches secondaires, les intrigues secondaires de votre saison, de votre histoire. Et comme je vous disais, les synopsis par épisode, c'est très bien. Et ce qui est idéal, c'est d'avoir 1 ou 2 épisodes dialogués. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous pouvez envoyer 100 et on prendra quand même connaissance de votre projet. Voilà. Moi, j'ai une petite question, c'est un peu sur un sujet sensible, mais on a parlé de la censure de la télévision, et je voulais savoir si c'était vraiment un code écrit, une loi, quelque chose, est-ce que c'est immuable ou est-ce que ça peut évoluer ? Et vous avez parlé, pareil, de films qui ne pouvaient pas passer en VO si c'était en étranger sur une certaine plage horaire. Pourquoi ? Est-ce que vous avez la réponse ? Après, c'est peut-être... Parce que on fait partie du service public, donc en fait, on est censé s'adresser au plus grand nombre de personnes. Et à une plage horaire comme 20h15, où c'est là où il y a quasiment le plus de personnes qui regardent la télé en journée, on se doit en fait de proposer des programmes en français parce qu'on est France Télévisions, tout simplement. Et après, on peut être un peu plus libre du coup, et notamment sur France 4, où vraiment on essaye de construire une offre... où il y a un peu plus de liberté, notamment au fur et à mesure de la soirée. Et c'est pour ça que, nous, on avait envie vraiment de proposer nos web-séries en VO sous-titré. Et c'est pour ça qu'on a préféré changer de place cette case, en fait. Mais après, moi, je sais pas si TF1 proposerait du sous-titre, mais non, ils le feraient pas non plus, encore moins à 20h d'ailleurs qu'à 23h. Non, parce que on le sait, tu connais la réponse, c'est juste qu'il ne faut pas se fermer au public et que ça intéresse quand même beaucoup moins de gens la VO que la VF, quoi. Moi, je vois ma mère... Ça intéresse moins de téléspectateurs. De téléspectateurs, voilà. Ouais. Moi, ma mère, elle me fait « Oh là, c'est en anglais !» Elle ne regarde pas. Voilà. Du coup, c'est pour avoir des gens. Mais c'est bien de pouvoir diffuser. Moi, je préfère une émission qui change d'horaire pour pouvoir garder sa sève plutôt que tout transformer et ils perdent quelque chose, tu vois. Parce que Friends en français et Friends en VO, c'est quand même pas pareil, quoi. Tu vois. Oui, on est d'accord. Et pour la censure, est-ce qu'il y a pour le truc des pubs, est-ce qu'il y a un texte, il y a quelque chose qui explique tout ce qu'il faut pas faire à la télé, ou est-ce que c'est juste ça se dit et c'est comme ça, quelqu'un décide Alors, en fait, déjà.
encore une fois, on fait la web série, donc c'est pas parce qu'on diffuse quelque chose sur Studio 4.0 sur le site internet que ça va aller à l'antenne, parce que vraiment on fait des web séries. Et du coup, quand on fait des web séries, on n'a aucune limite. Donc nous, dans nos séries, dans certaines de nos web séries, sur par exemple une acquisition, la Cuco, ça commence par une jeune fille de 17 ans qui sniffe un rail de coke. Ça, on a le droit de montrer ça sur le web. Et après, ça, c'est des histoires de signalétique, mais ça, c'est pas France Télé. TF1 non plus peut pas mettre des programmes interdits aux moins de 16 ans à 20h. Donc on a une liberté, c'est juste que c'est un peu encadré, quoi. Faut trouver les bonnes cases de diffusion. Mais sur le web, en tout cas, non, il n'y a pas de limite, non. Après, alors il y a les plateformes de diffusion, notamment Dailymotion, qui demandent juste d'indiquer à l'internaute, on coche une petite case, oui, ce programme ne s'adresse pas au jeune public, mais ça n'empêche pas les gens de le voir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme YouPorn. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions en fait. Je voulais savoir déjà pourquoi vous étiez passé sur YouTube. Est-ce que c'est par rapport à la visibilité seulement ou il y a d'autres raisons? On n'a pas quitté Dailymotion pour aller sur YouTube. Oui, je sais. Fait vraiment en parallèle parce que il y a des gens qui ne vont jamais sur Dailymotion et on a quand même envie à la base que nos programmes soient vus par le plus de personnes possible. Donc c'est pour ça c'est vraiment pour être en adéquation avec les usages d'aujourd'hui. Après ça c'est par exemple, Dailymotion, c'est quelque chose qui est assez français. Les Français consomment beaucoup de vidéos sur YouTube, mais dans d'autres pays, c'est Dailymotion qui est en premier. Donc là, c'est plus vraiment s'adapter aux usages des internautes parce qu'on ne fait pas une web série. On ne fait pas ça avec pour objectif de faire 4 milliards de vues. Mais évidemment, c'est mieux si on fait un peu plus de vues que 300. Donc pour cela, on avait envie de proposer nos programmes sur vraiment le plus d'endroits possible en fait. C'est pour ça qu'on n'empêche pas Allociné de relayer nos vidéos s'ils veulent le faire, tant mieux. C'est fait vraiment pour être partagé. La web série, ce sont des épisodes courts, donc on essaye vraiment de les mettre le plus d'endroits possible pour que les gens puissent les voir, tout simplement. Et mon autre question, c'était par rapport à HeroCorp en fait. Le passage sur les studios 4.0, est-ce que c'est le choix du changement de format, il vient de quel côté? Plutôt d'HeroCorp, de l'équipe d'HeroCorp. De quel format à quel format? Format d'un épisode de combien? 20 minutes. Ouais, de 20 minutes. 26 minutes à l'antenne, ouais. Il ne voulait pas déjà. Simon ne voulait pas du 26 minutes à la base. Ça a été imposé par Comédie, déjà. Du coup, après, il était content de partir à des épisodes plus courts. De 13. Et je crois que la prochaine saison, c'est du 8 minutes, je crois, les épisodes. Non, c'est du 13. C'est du 8. C'est du 13 et du coup qui sera probablement diffusé en 2 d'affilée pour faire une case de 26 minutes. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, il est revenu pour la saison 4, en tout cas, au format. C'est vrai qu'il n'était pas à l'aise avec le dernier format de la dernière saison. Et là, pour la prochaine saison, le format lui convient, c'est lui qui l'a choisi. Mais le format d'avant, du coup, il vient de quel côté vraiment, le choix de... Là, pour le coup, c'est la série télé, donc moi, je travaille pas sur cette série-là. Et la télé, on n'a pas le choix, en fait. N'importe quelle chaîne a des grilles, il faut remplir des cases, et du coup, ce sont des formats très, très standards. Et justement, c'est sur le web qu'on peut s'en affranchir. Sur Studio, il n'y a pas 2 séries qui ont le même format, en fait. Il y a des nombres d'épisodes, des durées très variables. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, mais c'est pour ça que No Life était la première chaîne à diffuser des web-séries aussi. On n'en a pas parlé, mais la plupart des web-séries qu'on voit là, ça a débuté sur No Life, quoi. Le Visiteur du Futur, c'est sur No Life. Nerd, c'était sur No Life, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que No Life était les premiers, vu qu'ils n'avaient pas de pub, vu qu'ils ne gagnaient pas d'argent, toujours pas d'ailleurs. En fait, ils s'en foutaient des formats parce qu'ils ne devaient pas finir à telle heure pour avoir un spot de pub. Voilà. Et donc, on est obligé en télé, ça fait partie des choses avec la censure, avec tout ça, qui sont aliénants, on va dire. Et donc, on est obligé de faire un format de 6, 13, 26, ouais, 13, 26, enfin, voilà, 52, 52, tout ça. Après, on peut... Et encore une fois, c'est pour ça qu'on choisit des horaires de diffusion un petit peu plus tard. Par exemple, c'était au mois de juin, on avait justement diffusé sur France 4 le marathon Visiteur du Futur, saison 1 à 3. On a fait ça vraiment ça a commencé à 20h15, il me semble. Et ça a duré du coup jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce que la saison 3 soit terminée. Donc on peut quand même s'en affranchir. Mais voilà, sur France 4, on a un petit peu plus de liberté parfois que sur d'autres chaînes, ça dépend. Mais ça, les grilles, les formats pour les séries télé, c'est sur toutes les chaînes, c'est comme ça, quoi. Et c'est ça aussi où la liberté est sur Internet encore. C'est-à-dire que si tu peux faire... Nous, Nerds, je me rappelle, on avait quand même des épisodes... La série a commencé à 3h30, puis 5 minutes, puis au milieu un épisode de 25 minutes,
puis 8 minutes. Les visiteurs, c'est comme ça aussi. Les Mais saisons 1 et 2, il y a un puis épisode de 12 28 minutes, et puis voilà. Enfin, et ça, c'est kiffant aussi pour les auteurs de faire ça. Alors, on va prendre les dernières questions, parce qu'on s'approche de la fin. Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Là-bas, au fond, il y a une question. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. C'est le studio 4.0. C'est le studio qui finance la grande majorité de la web série, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de coprod. Ouais. Mais après, je vois pas, par exemple, l'intérêt pour Barjac Productions d'aller financer une web série, sachant que c'est un peu comme un court métrage au final. Ils vont pas avoir de retour sur investissement. Alors, on est coproducteur, donc à chaque fois, on s'associe à un producteur, parfois deux, mais très très souvent un. Après ça, l'investissement de chacun, il dépend pour chaque projet du plan de financement. Comme il y a certains de nos projets, même les web-séries maintenant, qui peuvent bénéficier du CNC, donc ce qui permet d'avoir du coup des budgets un petit peu plus élevés, de travailler dans de meilleures conditions. C'est quoi la suite de la question, pardon ? Et oui, quel est l'intérêt de Barjac pour faire les opérateurs ? Ils avaient envie de faire un bon programme, on ne peut pas leur en vouloir. Je comprends l'idée dans le sens qu'on a envie de faire un bon programme, enfin, c'est un peu l'idée d'une boîte de prod, mais après c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de retomber sur ses pattes. Un court-métrage, on n'arrive pas à le rentabiliser, ou avec beaucoup de mal. Donc là, une web-série qu'on diffuse que sur le net, c'est juste une vitrine au final. Tu peux le faire en DVD. Il y a aussi l'édition DVD. Nous, Nerds, on est la première web-série à avoir été éditée en DVD. Alors après, retour sur investissement en DVD. Bon, on s'est acheté une caméra pour la saison 3. Et voilà, et personne n'a touché d'argent. Mais je pense qu'aussi, quand tu crées une web-série, bon là, il n'y a eu qu'une saison des opérateurs, mais imagine, ça fonctionne énormément, et à 7 saisons, ça se vend en DVD et tout ça. Et à partir de ce moment-là, ça peut apporter de l'argent. La rediffusion, le truc. C'est pas comme un court-métrage, une série. S'il y a des personnages qui reviennent récurrents, du coup, tu regardes. Et si tu as plusieurs saisons, je pense qu'au bout de 3 saisons, une série peut rentrer dans ses frais finalement, en rediff, et en exploitation étrangère, etc. Bref, il n'y a qu'une saison, ça va. Ils sont rentrés dans leurs frais, tu vois. Mais un court-métrage, c'est plus. Finalement, là, tu es plus sûr de ne pas rentrer dans tes frais. Oui, à l'échelle, c'est sûr. Ouais. Et on va prendre une dernière question, je pense. S'il y en a une dernière question, parce que sinon, j'ai fait un lancement pourri. Il y a une fille. Ah non, il y a plein de questions. Alors, on va tirer. Tiens, le jeune homme là qui lève la main, s'il te plaît. Il y avait une fille. Ah, tu voulais la fille plutôt ? Désolé, tu viens de te faire avoir. Je passe à la jeune fille. non, tu David, fais passer pour un bâtard. Non, c'est le parrain qui a choisi. Je suis désolé, t'as été victime de. Il pose un truc intelligent. Merci de m'avoir choisi. Alors moi, j'ai une question plutôt pour les réalisateurs des séries là. Je sais que la meilleure école, c'est la pratique, mais est-ce que vous avez quand même suivi des formations en audiovisuel ? Est-ce que ça vous a apporté un bon bagage technique et même du réseau ? Non. Ok. Alors pour Terminus Z, personnellement, moi j'ai aucune formation en audiovisuel. J'ai appris sur le tas. D'ailleurs, ça se voit sur la série. Il y a un vrai bond en fait au fur et à mesure des épisodes. Et oui, après, quand on fait une série, c'est aussi ça. On se fait notre propre vitrine en fait. Donc, on se fait notre propre formation, voilà, carte de visite. Oui, pas vitrine, pas. Donc, ouais, moi personnellement, non, c'est aucune formation, quoi. En ce qui concerne Super Accord, mon co-réalisateur et moi-même n'avons pas de formation technique non plus. Je pense que il y a des avantages aux deux choses, les écoles officielles et l'école de la pratique entre guillemets, parce que de toute manière il faut pratiquer, quoi qu'il arrive. Après, il y a des choses qu'on apprend en école qui peuvent être importantes en termes de théorie, et du coup on ne peut les apprendre dans la pratique qu'en se plantant gravement et en se rendant compte qu'en fin de compte ça va pas du tout, et en fin de compte redécouvrir les choses que les gens ont découvertes avant nous et qui peuvent être simples à apprendre pour éviter de faire ces bêtises. Moi, quand j'ai découvert qu'il fallait couper l'image avant que le mec il sorte du champ et mettre l'image quand il est déjà rentré dans le champ de l'autre côté pour que ça soit raccord,
Quand j'ai découvert ça en Ardèche en 1999, mais j'étais le roi du monde. J'avais trouvé le pétrole, j'ai fait... Vraiment, des fois, il y a un truc, il y a un kiff quand même à travailler, ne pas aller en cours. Voilà, c'est cool. Avant, juste un truc, ce qui est important par contre quand tu vas à l'école, nous, nerds, les créateurs, les scénaristes, on n'avait pas fait d'école. Par contre, le cadreur et le sondier, ils étaient à l'école et ils louaient le matériel gratuitement. Et ça, c'est bien. Pour faire une école, pour ça, au moins un qui fait une école. Pour avoir des trucs gratuits. Voilà. Et pour finir, par contre, oui, ça peut être intéressant quand on a la chance de travailler avec des techniciens qui ont fait des écoles, c'est d'apprendre d'eux. C'est-à-dire, on a des réflexes au niveau du tournage, on a des trucs qu'on les voit faire, on dit ah ouais, ça c'est important, ça c'est bien à retenir. Et du coup, pour les tournages suivants, nous on s'en souvient. Et là, ça fait partie de la pratique d'apprendre sur le tas et c'est indispensable. Et c'est important aussi de travailler avec des gens qui sont dans des comme ça parce qu'ils t'apprennent des mots hyper importants. Parce que moi, par exemple, j'ai appris l'année dernière le mot HMC. Mais c'est un peu la loose parce que j'ai 38 ans, tu vois. C'est-à-dire que j'allais sur des tournages depuis des années et après on m'a dit t'iras à 8h au HMC. Et je fais ouais. Et genre tu cherches la salle qui s'appelle HMC ou un truc comme ça. Et en fait le HMC c'est le habillage, maquillage, costume. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas te faire maquiller en fait, tu vas au HMC. Mais alors ça, tu vois, des fois c'est bien parce que quand t'es réa sur la série et qu'on dit ils sont au HMC et que t'es le réa et que tu sais pas où ils sont, c'est chaud quoi. Voilà. Donc moi j'ai fait un BTS informatique, donc ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même fait une licence audiovisuelle dans les Vosges, mais on voit vraiment les bases, donc c'est vraiment sur le tas qu'on apprend le plus quand même. Hein. On apprend de nos erreurs, il faut faire, refaire et encore refaire, et après au bout d'un moment on commence à voir des trucs qui ressemblent à quelque chose. Et pour ma part, j'ai une formation qui est purement universitaire. Donc purement théorique sur le cinéma, mais purement théorique, ce qui fait que je savais très bien comment on faisait un film, mais je savais pas du tout. Enfin, je savais les différentes étapes, mais je savais pas du tout comment on faisait. Pareil, j'ai appris des mots aussi très très tard. Mais je pense que toute formation est utile qu'on commence, qu'on fasse de l'informatique ou toute formation est utile et peut malgré tout servir. En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. En fait, je ne sais pas quoi dire de plus pour être intéressant. Ne dis rien. Et ça va nous permettre de prendre la dernière question du jeune homme qu'on a spoilé tout à l'heure. Donc, attends, je vais t'apporter mon micro. Mais non. Pardon, autant pour moi. Alors, t'as pas de question. Donc, merci à toutes. Bonjour. J'ai vu que vous aviez importé des séries étrangères, notamment The Guild, et j'aimerais savoir si l'inverse arrive souvent. Si vous avez à vendre des séries comme Le Visiteur à l'étranger. Vu qu'on est la France Télévisions est coproducteur, du coup c'est le producteur principal, en l'occurrence Ankama, qui s'occupe normalement de la distribution, soit directement, soit il la confie à quelqu'un. Donc honnêtement, je ne sais pas. Oh. Mais bon. Désolé, merci pour ta question. Je pense pas que tu entendras Le Visiteur du futur parler anglais. Je pense pas tout de suite. Sous-titré, ouais, je pense. Ouais. Mais Ankama, ouais. Niveau distribution, c'est pas le... Bon, ils m'ont viré, alors bon... Bon, on arrive au terme de la conférence. Merci à tous, à toutes et à tous d'être venus. On va remercier également nos invités. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Donc, Ségolène, il y avait Nicolas, Jérémy, Anthony, Johan et notre parrain, Davy. Merci beaucoup. Ça continue avec le scénario qui se passera donc à l'Agora au niveau -1 avec Davy et avec Flaubert. Donc c'est une masterclass, n'hésitez pas à y aller. Sinon il y a tous les studios qui sont ouverts, animés par les web-séries. Merci à tous et bon après-midi. Et si on pouvait applaudir et remercier Manu qui est venu au pied levé pour présenter cette conférence.